Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous recevoir. RFM, il est 18h. Barthélémy Ngom. À la une, coronavirus, le Sénégal enregistre un premier cas. Il s'agit d'un Français qui a été testé positif à l'Institut Pasteur. C'est le 26 février qu'il a quitté la France pour revenir à Dakar à bord d'un avion d'Air Sénégal. Il a été mis en quarantaine. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, dans une déclaration tout à l'heure devant la presse, appelle à la vigilance et au respect des précautions édictées dans le cadre de la prévention. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'engage à soutenir le Sénégal dans la lutte. Amnesty International exige la libération immédiate et sans condition de Guy Marius Sagna. L'activiste a entamé hier son 4e mois de détention. L'école sénégalaise vers des lendemains incertains, le G20 entame demain son 6e plan d'action. Débrayage à 9h, grève totale mercredi et jeudi. Ziguinchor, 13 personnes dont 9 étudiants interpellés ce matin. C'est suite à la manifestation des étudiants de l'université à Sansec. Ils réclament l'achèvement des travaux de construction des chapiteaux. Nous évoquons justement le sujet dans le débrief. Nous serons avec Kourfia Diawara, le recteur de l'université de Ziguinchor. Le sport, Abdou Diouf Junior. Nous irons en classe comme chaque lundi avec Elad Jinjo Goudien. Abdou Cham est à la technique. Bonsoir à tous et bienvenue. Coronavirus, le Sénégal enregistre un premier cas. Il s'agit d'un Français qui a été testé positif à l'Institut Pasteur. C'est le 26 février qu'il a quitté la France pour revenir ici à Dakar à bord d'un avion d'Air Sénégal. Il a été donc mis en quarantaine. Selon le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, il s'agit d'un Français donc qui vit au Sénégal, marié et père de 2 enfants. Abdoulaye Diouf Sarr qui a fait tout à l'heure une déclaration devant la presse. On l'écoute. Jeune patient de nationalité française, marié et père de 2 enfants, qui vit au Sénégal avec sa famille depuis plus de 2 ans. Il a séjourné en France, précisément à Nîmes et à la station de ski de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, dans la période du 19 au 25 février 2020. Il est arrivé au Sénégal le 26 février 2020 après ses vacances. Le patient est actuellement mis en quarantaine au centre de traitement du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital FAN. Les résultats des tests effectués par l'Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs. À ce jour, l'état du patient ne suscite aucune inquiétude majeure. Ainsi, le dispositif de surveillance et de riposte au Covid-19 est renforcé et tous les moyens sont mis en œuvre pour circonscrire la maladie. Il s'agit bien sûr de la gestion des cas contacts, particulièrement de ses 2 enfants et de son épouse. L'Organisation mondiale de la santé a été informée conformément au règlement sanitaire international. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle l'ensemble de la population à la sérénité et au respect strict des mesures de prévention recommandées. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Sénégal rassure. L'OMS va, dit-elle, donc poursuivre son soutien au Sénégal, mais en mode de riposte. L'OMS compte d'ailleurs travailler avec la compagnie aérienne Air Sénégal pour le traçage des autres passagers. En Afrique de l'Ouest, l'organisation fait savoir que toutes les procédures ont été réactualisées pour mieux préparer la riposte. Voici donc Dr Ibouya Lucie au micro d'Abdoulaye Diop. En tant que partenaire d'appui, nous allons poursuivre notre appui au pays, mais en mode riposte, parce que nous appuyons le pays pour se préparer. Et maintenant que la maladie est là, nous allons accélérer le pas et entrer dans la réponse effective. Et nous n'allons pas le faire seul, nous allons le faire avec les autres partenaires avec lesquels déjà une coordination était mise en place pour soutenir le Sénégal. À partir du moment où nous savons que le cas a pris un avion, nous allons repasser sur ses traces, sur ses pas, et nous allons travailler avec la compagnie aérienne pour voir un peu quels étaient les contacts au niveau de l'avion, mais aussi les contacts au sol. Au niveau de la région, évidemment, tous les pays se sont préparés dès l'annonce de l'épidémie en Chine et nous avons soutenu les pays pour essayer d'évaluer leur niveau de préparation. Et nous pouvons dire qu'à l'échelle de la région, le risque reste très élevé comme dans le reste du monde. Certains pays sont un peu plus près que d'autres, mais nous continuons le travail pour que tout le monde soit prêt à répondre de manière efficace à l'épidémie. Toutes les procédures ont été actualisées au vu de l'importance qu'a pris l'épidémie ces derniers jours et tous les pays ont reçu des directives claires en ce qui concerne l'isolement, le confinement, la prise en charge des cas, le laboratoire, la sensibilisation. Dans tous les piliers de la préparation de la riposte, des procédures actualisées sont mises à la disposition des pays. Le coronavirus qui continue donc de se propager à travers le monde. L'Italie annonce avoir dépassé le seuil
des 2000 contaminations, 340 cas et 18 morts s'ajoutent à la liste. Aujourd'hui, le pays compte désormais 2036 cas et 52 morts. Le nombre de contaminations dans le monde dépasse 90 000. Aujourd'hui, tous les pays du Golfe sont désormais touchés par le Covid-19 puisque l'Arabie Saoudite a confirmé un premier cas sur son sol. Il s'agit d'un homme qui revenait d'Iran et qui est passé par le Bahreïn. La délégation du Sénégal au SIA n'a pas été en contact avec le maire de la Balme de Silingui. Le commissaire dément formellement. Le docteur Ibrahima Mendy, directeur de la DAPSA, la direction de l'analyse, de la prévention et des statistiques agricoles, apporte des précisions. Il a également rassuré sur l'état d'esprit des Sénégalais présents au Salon international de l'agriculture à Paris. Déjà, 2 délégations sont rentrées au Sénégal. Voici le docteur Ibrahima Mendy lors de l'édition spéciale sur la RFM. Je tiens à démentir formellement cette information, fermement cette information. Sommaire, aucun membre de la délégation n'a rencontré Sommaire. On ne connaît pas Sommaire, ni le ministre, ni les autres autorités n'ont rencontré Sommaire. J'étais surpris d'entendre cette information à travers les réseaux sociaux, à travers certains médias de la place. Et en tant que commissaire, je sais à peu près ce qui sont passés au niveau du stand parce que je participais à cette rencontre que le ministre donnait avec les acteurs. Mais Sommaire, il n'a jamais été question de rencontre avec Sommaire. Ça, je tenais vraiment à démentir cela. Ensuite, de dire par rapport aux décisions que les autorités ont prises par rapport à cette maladie, je pense que nous qui sommes ici, qui sont venus pour le SIA, en termes de nombre, on est minime par rapport à l'ensemble des Sénégalais, au restant des Sénégalais qui sont au Sénégal. Donc, nous ferons tout pour que tout membre de la délégation se conforme aux décisions qui ont été prises pour le bien du Sénégal. Au point de vue psychologique, comment ils se comportent, les gens qui sont avec vous? Non, il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique. Déjà, il y a un gros lot qui est rentré aujourd'hui à travers Air Sénégal, soit par Air Sénégal, soit par Royal Air Maroc. Donc, les gens sont vraiment sereins. Le docteur Ibrahima Mendy, directeur de la DAPSA. Et puis, selon des informations de Libération Online, 2 officiels qui revenaient justement du Salon de l'agriculture en France ont été placés en quarantaine à leur retour au Sénégal ce 2 mars. Cela s'est passé dans une ambiance électrique puisque les 2 concernés ne voulaient pas suivre l'équipe de prise en charge médicalisée. Une information donc de Libération Online. Il est 18h08. RFM, la radio de toute l'actualité. Guy Marius Sagna entame depuis hier son 4e mois de détention. Le coordonnateur de Frappe France Dégage est emprisonné dans un quartier de haute sécurité réservé aux présumés terroristes. Aujourd'hui, Amnesty International exige sa libération immédiate et sans condition. L'ONG demande par ailleurs aux autorités sénégalaises d'abandonner toutes les charges qui pèsent sur lui, mais aussi veiller à ce que l'activiste puisse recevoir des visites de ses amis. Et puis ces affrontements ce matin à Ziguinchor entre étudiants de l'université Assane Seck et forces de l'ordre. Au total, 13 personnes ont été interpellées de 9 étudiants, nous signale notre correspondant sur place. Je rappelle que les étudiants réclament l'achèvement des travaux de construction des chapiteaux. Nous allons d'ailleurs évoquer le sujet dans le débrief. Et nous serons avec le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le collectif des professeurs contractuels de philosophie du Sénégal qui s'indigne de l'arrêt de la formation suite au non-paiement des années de formation. Ils décident donc de poursuivre la rétention des notes des élèves jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Ils l'ont dit ce matin lors d'une rencontre avec la presse compte rendu à Diamaricham. Les professeurs contractuels de philosophie déplorent l'absence de la formation à distance à la FASTEF. Cela est dû au non-paiement d'une année de prestation du collectif des enseignants formateurs. Mohamed Ali Diédiou, coordonnateur national des professeurs contractuels de philosophie du Sénégal. Depuis 2017, les professeurs contractuels de philosophie ont démarré la formation diplômante à la FASTEF. Cet acquis obtenu de haute lutte devait être le début d'une fin de calvaire que de braves patriotes exploités, oubliés, ont eu à tenir. Pour une somme dérisoire, la carrière
carrière de centaines de professeurs est hypothéquée par l'État du Sénégal, estime le coordonnateur. Nous exigeons la reprise immédiate et sans délai de la formation. L'État n'a nullement le droit de faire regretter à ses citoyens l'estime de leur patriotisme. Si son projet est de nuire à la carrière de 200 professeurs de philosophie qui n'ont de tort que d'avoir accepté de combler un déficit criard, c'est peine perdue. Avec la rétention des notes et le boycott des conseils des classes, certains élèves risquent la forclusion au concours général, prévient le coordonnateur. Nous sommes ici haut et fort, la poursuite de la rétention des notes. Et nous tenons le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation comme principal responsable. Si nous tenons cette position, après avoir donné toutes les chances d'une issue heureuse et une solution négociée, c'est que nous sommes contraints par des délais d'inscription et une année de plus est pour nous une année de trop. L'État du Sénégal doit réagir. Les professeurs de philosophie prennent à témoin l'opinion publique, les bonnes volontés, les syndicats de l'enseignement, les autorités saisies pour une résolution apaisée du problème et exigent la reprise immédiate et sans délai de la formation. Les syndicats d'enseignants membres du G20 qui entament dès demain leur 6e plan d'action avec un débrayage qui sera donc suivi de 2 jours de grève, mercredi et jeudi. Ces enseignants exigent la fin des lenteurs administratives, mais également le paiement intégral des rappels, entre autres revendications. Le G20 accuse leurs camarades. Le G20 accuse l'autre groupe, le G7, d'être de connivence avec l'État du Sénégal. Oumou Kalsoumli. Les syndicats de l'enseignement du G20 reprochent à leurs camarades du G7 d'être de connivence avec l'État du Sénégal. Après un mois de grève sans satisfaction, le G20 décide de dire sur le ton. Dame Mbouch est le coordonnateur du G20. Comment peut-on comprendre qu'un syndicat qui est en grève puisse accompagner le ministre de la fonction publique dans une caravane? Quand on est en conflit, on prend ses distances. C'est ce que le G20 est en train de faire. Ces enseignants réclament le paiement intégral des rappels, la révision du système de rémunération et l'équité entre travailleurs, entre autres points de leur plateforme revendicative. Toute la communication gouvernementale n'a pas encore payé la dette des 100 milliards que l'État du Sénégal doit aux enseignants en termes de rappel d'avancement, de rappel d'intégration et de rappel de validation. Nous avons également constaté que le gouvernement, malgré tout le bavardage de Madame le ministre de la fonction publique, n'a pas encore daigné signer les actes administratifs des enseignants. Le G20 entame dès demain son 6e plan d'action d'Ambroch. Mardi 3 mars, à partir de 10h, débrayage au niveau du préscolaire, de l'élémentaire et du moyen secondaire. Mercredi 4 et jeudi 5 mars, grève totale. Nous demandons aux enseignants, comme ils l'ont fait avec les précédents plans d'action, malgré la sourde oreille du gouvernement, de continuer la lutte, de suivre massivement les mots d'ordre du G20 et de continuer à mettre la pression sur le G7. Ces enseignants sont plus que jamais déterminés à mener le combat pour entrer dans leur fond. Ils menacent de paralyser le système éducatif pour pousser l'État à réagir. Oumou Kalsoum, nos micros donc sont ouverts au G7 qui va certainement répondre à ces accusations de leurs camarades du G20. Ce sit-in des conducteurs et gestionnaires de forage de Thiès et Diourbel, le collectif décide de boycotter les relevés de factures d'eau. Les conducteurs de forage sont contre la réforme de l'hydraulique rurale. C'est à Toubatoul, dans le département de Thiès, qu'ils ont aussi déploré le mutisme des autorités. Chérante Diop. Ils sont venus de Kayar, Notogouy Diamant, Kermbirndao, Mboro, Lompoul, Djogo et Fasboy, ces producteurs de pommes de terre de la zone d'Enyai, qui reprochent aux autorités de faire la sourde oreille sur beaucoup de leurs problèmes. Pour eux, ils sont victimes de concurrence déloyale. Mbaye Ndoye, porte-parole des maraîchers. Que le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, lors de sa visite du 6 février 2020 à Mban, déclarait que la commercialisation de la pomme de terre de Séningnan devait arrêter le 28 février. Repris par le directeur de l'horticulture à Sangalkam le 11 février. Au moment où l'on parle, Séningnan continue d'inonder le marché local. Que nous demandons aux autorités de prendre immédiatement les mesures idoines pour arrêter la commercialisation de la pomme de terre de Séningnan, pour permettre aux producteurs de la zone de Niayes d'écouler leurs produits. Mbaye Ndoye, le porte-parole des maraîchers, estime que le ministre de l'Agriculture avait promis l'installation dans la zone des Niayes d'unités de conservation de pommes de terre, mais jusqu'ici, rien n'a été fait. Nous demandons au ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural d'accompagner les producteurs pour la mise en place de coopératives agricoles
écoles modernes, la construction de chambres froides. Il n'y en a même pas dans toute la zone des Niayes. Actuellement, ces producteurs maraîchers sont confrontés à de sérieuses difficultés d'écoulement de leurs produits. Toutes raisons, selon eux, qui justifient leur mouvement d'humeur. RFM Thiès, cher Anta Diop. Cher Anta Diop, vous l'avez rectifié de vous-même, cher Anta, qui devait nous parler de ce sit-in des conducteurs et gestionnaires de forage des régions de Thiès et Diourbel. Le collectif, je le rappelle donc, a décidé de boycotter les relevés de factures d'eau. Ces conducteurs de forage sont contre la réforme de l'hydraulique rurale. Mais cher Anta nous parlait d'un autre mouvement d'humeur, celui des maraîchers. Il est 18h16. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Barthélémy Ngom. Du football d'abord, le secrétaire général de la CAF a jeté l'éponge. Mouad Hayaji a remis sa démission au président de la CAF ce lundi. Ahmad, qui a accepté sa démission, va convoquer un comité d'urgence pour désigner un secrétaire général par intérim. Mouad Hayaji dit avoir pris cette décision pour des raisons personnelles. Il ajoute devoir regagner le Maroc au plus vite et souhaite que son préavis de départ soit écourté. Le président de la CAF a accepté sa requête. Mouad Haji n'est plus secrétaire général de la Confédération africaine de football. Enfin, une victoire pour Génération Foot. Le champion en titre a gagné hier 3-0 devant Djambar. C'était à Déni Biramdao, une victoire qui vient mettre fin à une série noire de 6 matchs consécutifs sans victoire. Pour notre collaborateur à Rufisque, les Grenats, par cette victoire, ont pris le chemin de la guérison. Abdoulaye Diouf, que je vous propose d'écouter, il s'entretient avec Malal Junior Diagne. L'équipe est bel et bien sur la voie de la guérison. Et même si on se réfère au jeu produit tout le temps sur le terrain à Déni Biramdao par les Grenats, eh bien, on ne constate pas une équipe malade, si l'on peut s'exprimer ainsi. Même si au finish, elle perd la rencontre. À rappeler même que 3 sur 6 matchs perdus, à chaque fois, c'est Génération Foot qui menait au score avant de se faire rattraper. Alors la victoire d'hier, considérée comme celle de la résurrection des succès à domicile pour Génération Foot, a été une grosse affaire dans cette voie de la guerre. On constate que l'effectif est très combatif en ce moment et travaille aussi l'efficacité au niveau de l'attaque. On constate très souvent les attaques de Génération Foot ratent beaucoup d'occasions, travaillent davantage l'efficacité devant. C'est ce qui va leur permettre certainement de garder le dynamisme obtenu hier devant Djambar. C'est ça. À l'instant, donc, Abdoulaye Diouf. Le Casa Sport également a renoué avec la victoire. Une victoire devant le Stade de Mbour sur la plus petite des marques, 1-0. Cette victoire qui vient également mettre fin à une série noire une série de contre-performances du Casa Sport, le club de Ziguinchor. Cette 12e journée donc qui marque le déclic pour un autre club sénégalais, un club fagnon, il faut le rappeler. Ansou Djadjou est le coach de Casa Sport. Je vous propose de l'écouter avec Lamine Ba. Il faut dire que ça a été difficile parce que nous sommes venus jusqu'à la veille du match. Nous avons perdu un joueur qui s'est blessé et qu'il fallait changer. Et en ce moment, on avait déjà travaillé par rapport à un système de jeu et ça a perturbé le système. C'est pourquoi le match a été très difficile. Nous l'avons joué comme on l'a pu. Et ce qui est important, c'est de dire que les jeunes se sont défoncés, ils se sont engagés et ils ont voulu se démystifier, n'est-ce pas, le terrain, comme on dit qu'on ne gagne pas à Ziguinchor. Et pour ça, je les félicite et je les encourage et dire que vraiment c'est 3 points que nous avons pris avec beaucoup de plaisir, même si dans le jeu, ça n'a pas été tellement ce qu'on voulait. Mais quand même, les 3 points, c'est bon, c'était important de les prendre. Après 5 journées sans gagner, vraiment si on gagne par 1-0, par n'importe comment, c'est déjà bon. Le discours, c'est qu'on leur a dit que ces gens qui viennent là, c'est eux qui vont vous applaudir si vous gagnez. Et c'est eux qui vont crier sur vous si vous perdez un match. Si vous faites une mauvaise passe, c'est eux qui vont crier. Donc ne vous occupez pas de ça. Vous allez perdre des balles et vous allez en perdre encore. Mais ce qui est important, c'est de savoir se surpasser, se dépasser et revenir au match. C'est ce qu'on leur a dit durant toute la semaine. Et je pense qu'ils ont compris parce que dès le départ, vous avez vu, ils ont perdu. Mais quand même, ils se sont dit qu'il faut continuer à jouer, il faut continuer à chercher. Et ils l'ont fait, ils l'ont réussi. À une journée de la fin de la phase allée de la Ligue sénégalaise de football, la Ligue 1, Teungueth FC est solide leader après sa victoire 2-1 sur l'AS Pikine hier. Les Rufisquois ont 30 points. Dakar Sacré-Cœur est deuxième avec 19 points.
L'AS Douane arrive à la 3e place du podium, la 3e marche du podium, avec 12 points en 12 journées. Génération Foot et Seneps de Thiès sont lanternes rouges. Le 5e tour de la Coupe d'Angleterre démarre ce soir. Arsenal de Mikel Arteta se déplace à Portsmouth, un club de Ligue 1. Match prévu à 19h45. Portsmouth, Barthélemy est 3e de la Ligue 1, l'équivalent de la 3e journée. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. 18h21. Nous allons en classe avec Elad Junior Goudien. Bienvenue à tous. Nous démarrons aujourd'hui un focus sur la dénomination des établissements scolaires. Prétexte la décision prise récemment par le président de la République de rebaptiser certains établissements. C'est ainsi que le lycée de la Patte d'Oie Buldeuse est devenu lycée Aminata Sofal, le lycée de Yoff, lycée Ousmane Sembène, le lycée de Wakam, lycée Amat Dansero, le lycée de Mbao, lycée Cheikh Hamidou Kane et le lycée de Diamniadio, lycée Ousmane Sow. Des enseignants et des directeurs d'école interrogés à Kaolack saluent une telle initiative, mais ils pensent qu'il faut aller au-delà du changement de nom. Reportage Ibrahim Djamné. Hormis les écoles privées catholiques à Kaolack, l'essentiel des écoles publiques portent déjà le nom de figures emblématiques sénégalaises. Valdiodio Ndiaye, Jimmo Marguey, Ahmed Khan, entre autres figures. L'initiative du gouvernement de rebaptiser les écoles est bien saluée par le corps enseignant. Abdou Diallo, planificateur à l'IEF de Kaolack. Je pense que c'est très normal, étant donné que nous aussi nous avons par exemple des figures emblématiques qui incarnent des valeurs à qui on doit vraiment rendre hommage, que nos écoles portent leur nom. Toutefois, selon un autre Abdou Diallo, directeur de l'école Ondondofane, le choix des parrains doit être basé sur des critères bien légitimes. Il ne faut pas que tout soit politisé. Il faut véritablement que ces noms-là soient attribués par le mérite. Par le mérite. Si c'est par le mérite, là, c'est vraiment idéal. Adama Koli, directeur de l'école primaire Amadi Diaho 2 de Kanda, approuve et se réjouit de la mesure, mais recommande d'aller plus en profondeur dans les changements. Parce que même si on change de nom, alors que les orientations pédagogiques ou bien les enseignements apprentissages, les programmes n'ont pas changé, on est toujours dans l'école de Jules Ferry, je ne pense pas que le Sénégal puisse, n'est-ce pas, amorcer les vrais défis du développement. Beaucoup d'écoles dans la région de Kaolack ne portent toujours pas de nom de figure historique. C'est le cas du nouveau lycée, mais également de plusieurs autres écoles primaires, notamment dans la commune de Ndofane. Le changement de nom des établissements scolaires doit obéir à certains critères, selon l'expert consultant d'éducation Babacar Mboup. Il souligne aussi que l'État doit laisser les communautés choisir elles-mêmes les noms à donner aux écoles. Ce que l'on constate actuellement, c'est un décalage entre la personnalité de certains parrains qui ont certes des mérites, mais dans d'autres domaines, et aussi cette vocation dont on parlait tantôt. Et c'est cela qui amène de la polémique. Le nom, dans sa fonction socio-anthropologique, vise à créer un certain lien affectif entre l'école qui porte ce nom et ceux qui le fréquentent. De sorte que donc, ce qui paraît plus opportun, c'est que le référentiel auquel renvoie le parrain soit du vécu des enfants qui y apprennent. Et par conséquent, c'est la communauté qui est plus habilitée justement à donner des noms d'école que le président de la République. Je me rappelle très bien, on avait l'habitude de taquiner l'ancien président Léopold Sédar Senghor pour dire que lui, il avait l'habitude de donner des noms d'édifices ou bien de rues à ses anciens camarades connus dans les amphis de la France ou bien en matière politique. Donc je pense que ça c'est une dérive qui à ce moment-ci précis, je pense que devrait être évitée. Et puis dans la rubrique portrait, nous faisons la connaissance du tout nouveau parrain du CM commune de Kaffrine, Wali Thioban. Le président Macky Sall a décidé de rebaptiser ce collège en son nom il y a quelques jours. Wali Thioban est le président de l'association régionale des parents d'élèves d'Indoukoumane. Il est au service de l'éducation depuis plus de 40 ans. Son portrait signé Omar Ndiaye. Il n'est plus à présenter dans le document et environ. De taille élancée, thé noir. Wali Thioban, un notable âgé de plus de 70 ans, a un parcours mémorable. J'ai fait mes études élémentaires à l'école Tagoud Walindao, la première école de la région de Kaffrine créée en 1912, et mes études secondaires de 2002 à 2009. Adjoint au maître de Kaffrine, j'ai été gestionnaire de long cadre et moi j'avais le BPC. Dans le BPC, alors on avait la possibilité d'aller enseigner.
Exclu pour motif de grève en 1968, il a malgré les difficultés tenu à poursuivre ses études. C'était la grève de 68. Alors quand j'ai été exclu, alors j'ai continué mes études alors seul et j'ai préparé mon BFM que j'ai réussi. Le CEM commune de Kaffrine porte désormais son nom. Je n'ai jamais pensé à cette récompense. Moi, ce que je faisais, je le faisais gratuitement parce que j'y croyais. Moi, j'en faisais un investissement et ça n'avait pas de prix parce qu'il fallait investir chez les enfants. Il fallait les encadrer. Et d'autres pavillons ont déjà porté le nom de ce parent d'élève au service de l'école depuis 1978, suite au décret présidentiel qui consacre officiellement la nomination. Une grande cérémonie d'hommage sera organisée à Kaffrine ce 14 mars pour inscrire à jamais les vêtements dans l'agenda historique du terroir. Merci à Omar Ndiaye et à Ibrahim Djamé et c'est se referme en classe. Rendez-vous la semaine prochaine. Numéro de cette rubrique en classe 18h26, l'heure du débrief. Nous sommes avec Kourfia Diawara. Monsieur Diawara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le recteur de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Ce matin, les étudiants ont manifesté, de violentes manifestations d'ailleurs, pour réclamer l'achèvement des travaux des chapiteaux. Vous, en tant qu'autorité, recteur de cette université, quelle est votre réaction par rapport à ce mouvement d'humeur de vos étudiants? Merci beaucoup de nous donner l'opportunité, à partir de Ziguinchor, de pouvoir nous adresser au peuple sénégalais. Dire que l'université Hassan Sek de Ziguinchor aujourd'hui a vécu cette manifestation violente, j'allais dire, de nos jeunes étudiants. Nous disons simplement que la violence ne peut en aucun cas résoudre les problèmes préoccupants que nous vivons. Aujourd'hui, à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, tout est parti de l'orientation des nouveaux bacheliers. L'orientation des nouveaux bacheliers, c'est une bonne décision et nous allons revenir là-dessus. Pourquoi une bonne décision pour la ville de Ziguinchor, mais pour l'université Hassan Sek de Ziguinchor? Mais c'est de là qu'est parti pour une grève des étudiants pour dire que l'université n'est pas en mesure d'accueillir ces bacheliers. Nous avons sollicité des mesures d'accompagnement. Le gouvernement du Sénégal a bien voulu mettre à la disposition de l'université Hassan Sek de Ziguinchor des mesures d'accompagnement. Si vous le permettez, je pense citer quelques. Oui, allez-y. Le gouvernement a dit à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, pour faciliter les inscriptions, pour organiser les devoirs et les examens dus à l'impact de cette montée en puissance, donc à cette massification, l'université a relevé le budget à hauteur de 500 millions de francs CFA. Et cela a permis aussi de faciliter l'accès à la documentation. Aujourd'hui, les étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, à partir de la plateforme de la bibliothèque, ont accès à 55 000 ouvrages juste avec l'utilisation de leur mot de passe. Ils peuvent accéder à une documentation d'ouvrages universitaires. C'est la plateforme Vox. Le ministre de l'Enseignement supérieur, au nom du gouvernement, a mis à la disposition de l'université Hassan Sek de Ziguinchor 30 postes d'enseignants. Les appels à candidature sont lancés. Le ministre a bien voulu, pour augmenter les infrastructures, prévoir la construction de 2 chapiteaux de 300 places et un de 500 places. Alors, c'est là toute la difficulté. Alors oui, parce que le ministre, on s'en souvient, avait annoncé la fin des travaux au mois de janvier et il avait même dit que c'était une mesure d'urgence. Tout à fait. Et qu'est-ce qui bloque alors? Qu'est-ce qui bloque jusque-là? C'est pourquoi je vous dis que c'est de là d'où viennent tous les problèmes. Alors, les étudiants en ont fait une fixation, constatant que les délais ne sont pas respectés pour la livraison de ces chapiteaux. Les délais n'étant pas respectés, il est clair qu'il était difficile de vouloir dérouler les enseignements. L'université, par contre, a eu à faire appel à ses partenaires, aux établissements voisins. Et l'université a eu à bénéficier de 47 salles supplémentaires, en plus des salles disponibles en interne.
Où se trouvent ces salles supplémentaires? Excusez-moi, ce qui a permis d'établir des emplois du temps, de programmer tous les étudiants, tous les groupes de travaux dirigés, tous les groupes de travaux pratiques. Tout le monde est programmé. Et c'est en cela que l'université avait espéré que les étudiants, en attendant la finalisation de ces chantiers, malgré que les délais ne soient respectés, que les cours, les enseignements pouvaient se dérouler tranquillement à l'université à Saint-Sec. Vous aviez également pris une mesure consistant donc à délocaliser les enseignements au niveau des écoles qui se trouvent dans l'environnement immédiat de l'université. Mais là, le SAES avait dit niet pour évoquer, bien sûr, est-ce que le SAES n'a pas raison aussi pour, si on regarde un peu cette proposition sous l'angle de la sécurité? Quelle sécurité? Nous sommes dans le même pays, nous sommes dans la même ville, nous sommes dans le même environnement. Et le SAES n'a posé cette revendication, elle est récente. Et là, nous n'avons pas exclu la possibilité de continuer à discuter avec le SAES. Mais faudrait-il dire que les étudiants n'ont pas encore démarré, ne sont pas rentrés en salle. Et dire que c'est... Aujourd'hui, si vous faites la configuration, quand vous parlez de sécurité, aujourd'hui, dans l'essentiel des universités publiques du Sénégal, vous ne pourrez pas m'en citer 2 universités où les enseignements ne sont pas délocalisés. Vous ne pouvez pas du tout. Donc, il est important de savoir que ce que nous avons fait n'est pas du tout original. C'est seulement une solution transitoire qui nous permettait de pouvoir fonctionner en attendant la livraison des chapiteaux. Alors, mais aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez adresser en tout cas aux étudiants? Un message clair, vraiment, pour les rassurer davantage quant à la finition de ces travaux. Alors, ce qu'il faut observer, c'est que déjà, la semaine dernière, avec la mobilisation de toute la communauté, c'est l'entreprise qui s'occupe des chapiteaux a installé des projecteurs pour travailler plus tard même dans la soirée. Cette entreprise a eu à acquérir un groupe électrogène dans les cas de rupture de fourniture d'électricité. Mais ce que nous pouvons dire aux étudiants, la question des chantiers à l'université à Saint-Sec est l'affaire de toute la communauté. C'est tout le monde qui se mobilise parce que simplement, un des chantiers les plus importants de l'université à Saint-Sec de Ziguinchor, où le gouvernement a mis un projet de 6 milliards 300 millions. Finition de ce projet permet d'avoir une nouvelle université. Mais sauf que les choses ne se font pas en un jour. Vous les appelez à la patience, c'est ça? Au-delà de la patience, c'est de leur dire de ne pas prendre le risque de perdre une année simplement pour un chantier qui est déjà en cours. Je pense que l'appel est entendu. L'appel est entendu. Il est important que maintenant, ce qui justifie leur présence dans le campus universitaire, c'est de pouvoir étudier. D'accord. Merci beaucoup. Merci Kourfia Diawara. Merci. Je rappelle que vous êtes le recteur de l'université à Saint-Sec de Ziguinchor.